Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le Média. Cette émission que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur notre canal 165 de la Freebox, sur Molotov ou sur le site internet lemediatv.fr. Soutenez la riposte du média, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne. Rendez-vous sur le site internet campagne.lemediatv.fr. Sommes-nous à un point de non-retour dans le conflit qui oppose Israël à l'Iran, alors que ce matin, Donald Trump jubilait sur Truth Social, son réseau social, en annonçant un cessez-le-feu inespéré à ce stade des tensions. Le fracas des bombes a repris dans la matinée de mardi. Les deux camps s'accusent désormais mutuellement d'avoir rompu le cessez-le-feu. En milieu de matinée, Israël a dégainé le premier, accusant l'Iran d'avoir violé la trêve et promettant une riposte forte, selon les mots du ministre de la Défense, Yoav Gallant. De son côté, l'Iran a aussitôt démenti, retournant l'accusation. Selon elle, c'est Israël qui aurait relancé les hostilités en menant de nouvelles frappes. Aux grandes dames donc de Donald Trump, qui fait mine de hausser le ton contre son allié. Moi, je ne suis pas très content de ce qu'a fait Israël. Il y a un missile qui a été largué après la limite de temps. Et maintenant, c'est Israël. Il faut vraiment qu'ils se calment, ces types-là. Il y a plein de choses que j'ai vues hier qui ne m'ont pas plu. Israël a bombardé juste après l'accord. J'ai pas aimé que la riposte ait été aussi forte. Et pour être honnête, Israël a vraiment largué énormément de bombes. Et là, ils ont eu l'impression qu'une roquette qui a finalement abouti à rien était une violation du cessez-le-feu. Voilà, je suis pas content après Israël. Moi, j'essaie vraiment de mettre les deux camps d'accord. Je vais au sommet de l'OTAN, là. Certains parmi vous viennent avec moi. J'espère que ce sera une réussite, ce sommet. Alors on en oublierait presque que le même imprévisible président américain a ordonné des frappes sur l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche dernier, marquant un tournant marquant majeur même, alors qu'on pensait les États-Unis en rupture avec l'interventionnisme notoire des dernières décennies. Dans les coulisses, le Premier ministre israélien manœuvre, il alimente la peur iranienne, entretient des tensions et pousse Washington à réagir. Et si Trump n'avait été qu'un pion sur l'échiquier de Netanyahou dans cette guerre contre l'Iran, ce soir nous décryptons la stratégie israélienne vis-à-vis de l'Iran et l'aveuglement américain, une stratégie donc qui sera développée, une alliance dangereuse aux conséquences mondiales. Et pour en parler, je serai dans un instant avec Thierry Coville qui nous rejoindra. Thierry Coville, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran, auteur de nombreux ouvrages sur la République islamique, dont l'Iran en puissance, une puissance en mouvement, pardon. Bélir Nabli est avec nous également. Bonsoir Bélir. Bonsoir Fabrice. Professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronique, un collectif engagé dans le débat public. Alors Bélir, je commence avec toi. Comment expliques-tu ce couac autour du cessez-le-feu annoncé par Trump et déjà rompu ? Ça vient signaler, de mon point de vue, l'un des enjeux de cette séquence conflictuelle, à savoir la part d'autonomie et de domination, enfin la part d'autonomie des Israéliens vis-à-vis des États-Unis et la part d'emprise des États-Unis sur Israël. Je m'explique. L'une des questions qui est lancinante dans les relations américano-israéliennes, c'est de savoir finalement qui donne vraiment le là. Est-ce vraiment les États-Unis qui imposent leur volonté à Israël ou n'est-ce pas l'inverse ? Et donc ce conflit irano-israélien vient ici illustrer cette ambiguïté et le flou dans la part de domination qui structure forcément une relation bilatérale particulière, exceptionnelle entre Israël et les États-Unis. Et j'ai l'impression ici que
en dépit de la déclaration officielle du président Trump, il y a eu une volonté israélienne de marquer le coup, de marquer finalement d'illustrer sa capacité d'autonomie stratégique et politique en se départissant finalement de la déclaration du président Trump. Il faut savoir que depuis le début, d'ailleurs, ça renvoie aussi à une autre question qui est celle de savoir qui a véritablement enclenché le processus d'alignement des États-Unis sur la volonté israélienne, parce qu'on a eu cette impression, rappelle-toi, au début du conflit entre Israël et l'Iran, de voir un président Trump qui a été placé devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'il n'était pas a priori très chaud à l'idée non seulement de s'engager militairement dans le conflit, mais également de voir ce conflit se matérialiser par une confrontation militaire directe. Et puis, il a dû constater l'intervention israélienne, les bombardements israéliens qui ont ouvert les hostilités et qui relèvent, je le rappelle, d'une agression au sens du droit international, puisqu'il y a eu une violation de l'intégrité territoriale et donc de la souveraineté iranienne. Et Donald Trump a essayé de ne pas apparaître précisément comme celui qui subissait la séquence, mais qui, au contraire, avait donné ou aurait donné son aval. C'est vraiment une question qui est légitime. On ne sait pas véritablement jusqu'où les Israéliens vont dans leur rapport aux États-Unis, dans leur volonté de se départir finalement d'une domination américaine. Alors, Israël dit s'être retenu de frapper davantage l'Iran après l'appel de Donald Trump, mais de fait, Israël ne suit pas à la lettre les consignes de l'oncle Sam. On sent bien que l'agenda de Benjamin Netanyahou lui est propre et qu'il ne le respectera que à l'aune des directives politiques de son gouvernement. D'autant plus que, à la différence du président Trump, Benjamin Netanyahou, lui, a assumé officiellement l'un des objectifs de guerre qui était finalement de renverser le régime en place, le régime des mollahs. Point sur lequel, précisément, le président Trump ne s'est pas aligné. Mais il n'empêche, à partir du moment où Benjamin Netanyahou a affiché cette volonté et que cet objectif n'a pas été réalisé, de facto, il se retrouve face à un échec aujourd'hui. Alors, Thierry Coville va nous rejoindre tout de suite en plateau. Thierry Coville, vous pouvez vous installer, s'il vous plaît. Thierry Coville, bonsoir, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. On développait déjà un petit peu avec Bélir Nabli les raisons de ce couac autour du cessez-le-feu. D'abord annoncé par Donald Trump ce matin et ensuite violé par Israël et par l'Iran par la suite. Comment expliquez-vous, Thierry Coville, que le cessez-le-feu n'est pas tenu? Les gardiens de la révolution affirment avoir infligé une leçon à Israël. Ils prenaient déjà en quelque sorte acte de ce cessez-le-feu et finalement on fait marche arrière. Pas vraiment, parce que parce que c'est vrai que l'actualité bouge beaucoup, mais d'après ce que j'ai compris, Donald Trump, vous devez savoir, il a quand même appelé directement Netanyahou, et dans des termes, d'après ce que j'ai compris, assez peu... On ne peut pas le dire comme ça, des termes pas diplomatiques. Pas du tout diplomatiques. Il a fait comprendre à Israël qu'il fallait renvoyer les avions. Donc oui, il y a eu... Alors c'est confus parce que... on ne sait pas qui a vraiment, dans ces cas-là, qui a vraiment violé le cessez-le-feu, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Donald Trump a dit « vous arrêtez maintenant tout ». C'est assez rare que le président américain, d'après ce que j'ai compris, remette un petit peu de l'ordre, enfin, s'adresse comme ça, d'un terme peu diplomatique au Premier ministre israélien. Il l'a fait. Et donc, on va dire, tout en touchant du bois, parce que la situation est tellement chaotique, mais on a l'impression que, voilà, ça a l'air d'être en place de ce côté-là, ouais. L'Iran avait déjà embrayé en quelque sorte une riposte qui allait jusque sur des bases américaines au Qatar. Comment vous l'expliquez-vous? Et est-ce que l'Iran aujourd'hui a intérêt à ce qu'il y ait une accalmie ou plutôt que l'engrenage continue? Ce que je peux percevoir de Paris de la stratégie iranienne, c'est que, bon, alors c'est vrai, en termes de séquence, ils ont été surpris par l'attaque israélienne, ils ne s'y attendaient pas. Il y a eu un premier jour de désorganisation, de surprise, où effectivement un certain nombre de chefs ont été assassinés, de chefs de passe d'Aran. Et donc ensuite, on voit quand même, ils ont assez vite
sont réorganisés parce que c'est quand même l'Iran qu'on commet, c'est à la fois la République islamique d'Iran, c'est aussi l'État iranien, si vous voulez. Donc de croire, il faut être vraiment naïf pour croire qu'en assassinant 2 ou 3 chefs des passes d'Aran, enfin, j'entendais dans les médias, moi j'ai fait trop de médias presque, oui, quand est-ce que la République islamique va s'effondrer? Non, enfin, je veux dire, c'est un État, vieil État, donc ils ont remplacé ces chefs par souvent des gens plus jeunes, et je veux dire, ils se sont concentrés sur la réponse à Israël. Alors leur seule réponse, d'après ce que vous avez vu, c'est le programme de missiles, et on voit très bien, alors moi je ne suis pas du tout spécialisé des questions militaires, peut-être, ils se sont dit, d'après ce qu'on sait, ils ont 2 à 3 000 missiles. Ils se sont dit, on va les économiser, et d'après ce que j'ai compris, ils s'orientaient en fait vers l'idée d'un conflit assez long, avec l'idée de tester le fameux dôme de fer israélien. Ils ont vu quand même qu'il y avait des trous, et ils ont quand même, d'après ce que j'ai compris, tiré 10 missiles par jour. Donc ça leur donnait quand même plusieurs mois pour tirer. Et donc ce qu'on appelle dans les termes militaires un conflit d'attrition, c'est-à-dire dans le temps long. Et je pense que du côté israélien, ils ont vu le danger, parce que ça leur coûte très cher, cette bataille. Ils n'atteignaient pas leurs objectifs, notamment la destruction du programme nucléaire iranien. Donc ils ont fait appel à Donald Trump. Et là, je pense, alors, j'ai pas l'habitude de... Enfin, je crois que dans ma vie, j'ai rarement fait des compliments vis-à-vis du président américain, mais on va dire qu'il a assez finement joué, parce que... Alors, on va voir ensuite. Il a fait cette attaque contre les sites nucléaires iraniens, mais ensuite il a dit c'est fini, c'est bon, tout est détruit. Ce qui n'est pas complètement vrai. On ne sait pas. Les Iraniens étaient assez calmes dans leur évaluation. C'est ça, on a l'impression que... Bon, je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé, mais disons, bon, on est en train d'évaluer. On a vu ces camions, vous savez, la veille, qui sont sortis de la centrale tout ça pour expliquer de Fordo. Donc tout ça pour expliquer la séquence. Et en fait, les Iraniens étaient obligés de répondre. Mais on voit bien que cette réponse était vraiment symbolique. D'après ce que j'ai compris, ils ont même prévenu le Qatar avant. Donc ils ont envoyé des missiles, d'ailleurs le même nombre de missiles que les bombes qui sont tombées sur Fordo, sur la base américaine au Qatar. L'idée, c'est de montrer qu'on répond, mais c'était aussi un message de Donald Trump, pour lui dire, bon voilà, on répond, mais on ne veut pas la guerre avec vous. Et donc ce qui est quand même très intéressant, c'est que je pense qu'il y a du côté... Alors c'est vrai que dans les guerres, tout le monde dit qu'il a gagné. Mais enfin, là quand même, on voit que Netanyahou s'est retrouvé, finalement, il a bien vu que Donald Trump ne voulait pas continuer à se battre contre l'Iran. Et cette stratégie d'attrition, je pense qu'elle ne rentrait pas du tout dans ses plans. Donc c'est pour ça que... Alors moi j'étais complètement surpris par le cessez-le-feu, parce qu'avec Donald Trump, la veille il dit qu'il veut le changement de régime. Aujourd'hui il dit qu'il ne veut plus le changement de régime, donc il est extrêmement imprévisible dans ses déclarations. Mais quand même il dit j'ai un cessez-le-feu. Alors effectivement il y a Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y tient ce cessez-le-feu, puisqu'il a un petit peu, entre guillemets, remis à sa place les Israéliens, parce qu'ils voulaient vraiment aller frapper l'Iran. Et là l'Iran a répondu, donc voilà. Donc on a quand même... un cessez-le-feu. Alors chacun dit qu'il a gagné, mais bon voilà, c'est un peu l'analyse que je fais de cette situation. Alors il y en a un qui est moins élogieux que vous vis-à-vis de Donald Trump, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur également, des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui était l'invité ce matin de France Inter. On l'écoute. Sur des choses aussi graves, l'image que je vais prendre est terrible. Nous sommes dans un match de football américain et Donald Trump a reçu un très beau ballon, pour parler comme lui, un très très beau et gros ballon de la part de M. Netanyahou. Et à partir de là, il a eu le sentiment qu'il pouvait marquer un essai. Et il l'a marqué. Il l'a marqué sans savoir du tout quelles seraient les conséquences. Et si il pourrait y avoir un engrenage. Ce matin, il crie victoire. Il crie que, bien évidemment, tout ça n'ira pas plus loin et qu'il y aura cessez-le-feu. Et qu'il y aura cessez-le-feu. Mais en vérité, personne n'en sait rien. Personne ne sait quelle est la nature du risque qui est aujourd'hui devant nous. Et c'est pour cela qu'il faut être vigilant, c'est pour cela qu'il faut enclencher un mécanisme diplomatique, il faut revenir à la table des négociations si nous voulons garantir et sécuriser la situation actuelle. Alors, Bélir, cet imbroglio autour du cessez-le-feu, comme vient de le présenter Dominique de Villepin, est-ce que cet imbroglio montre aussi que finalement Trump et les États-Unis ne contrôlent pas totalement la situation et qui sont soumis en quelque sorte aux velléités guerrières de Benyamin Netanyahou? Soumis, c'est peut-être un grand mot. En tout cas, l'imbroglio, il ne se limite pas à la situation actuelle, c'est-à-dire sur le fait de savoir si le cessez-le-feu va perdurer ou pas. Il se situe aussi sur les objectifs de guerre qui ont été exprimés. Alors, il n'y a pas eu de renversement de régime, du point de vue israélien, mais côté américain, on ne sait pas quel est le résultat réel
des attaques qui ont été réalisées, qui ont ciblé les sites nucléaires, qui ont été présentés comme à la fois une réussite totale, d'après Donald Trump, mais avec aucune preuve à l'appui. Et je veux dire par là qu'avec le temps, on risque de constater que toute cette séquence n'a servi ou n'aurait servi à rien. Et ça, c'est assez incroyable, mais pas si étonnant au regard de la personnalité des acteurs, en particulier du Premier ministre israélien et du président Trump. Il y en a un qui joue sa survie politique, tout simplement, et qui a tout intérêt à la fois à faire perdurer espèce de chaos régional et à diminuer la pression sur l'État israélien eu égard à la situation humanitaire à Gaza. Donc il y avait là une fenêtre d'opportunité de son point de vue pour essayer de donner une autre teneur à la situation régionale qui était trop focalisée de son point de vue certainement sur la situation à Gaza. Et côté Donald Trump, bon, dès qu'il y a le chaos, il y a presque une appétence, parce que pour lui, il y a la possibilité d'apparaître à la fois comme un peacemaker et comme un gendarme au-dessus de la mêlée, surpuissant sur le plan militaire et arbitre sur le plan politico-diplomatique. Donc tous les acteurs, enfin ces deux acteurs avaient des intérêts à exploiter. Ils ont tenté de l'exploiter, mais je pense qu'à terme, on pourrait aboutir à une toute autre interprétation de cette séquence, notamment parce qu'au regard des objectifs de guerre qui ont été affichés par les uns et les autres, aucun, a priori, n'aurait été satisfait ou atteint officiellement ou matériellement parlant. Alors, Thierry Coville, on se posait la question au début de cette émission si Donald Trump ne se faisait pas d'une certaine façon manipuler par Benjamin Netanyahou. Quelle est votre lecture et quelle lecture en font les Iraniens? Est-ce qu'ils voient Trump comme un manipulé ou comme un complice des Israéliens? C'est une très bonne question parce que justement, bon, j'ai dit qu'il avait bien agi dans le cas du cessez-le-feu, mais il y a 1 milliard de questions sur son ambiguïté ou pire, quoi, parce qu'il faut rappeler, les gens ont oublié comment ce qui s'est passé. Il propose ces négociations sur le nucléaire iranien pour régler la question du nucléaire iranien par la diplomatie. Et du côté iranien, au début, le guide ne voulait pas, parce que le guide est fondamentalement anti-américain. Bon, finalement, il l'accepte, en se disant, alors ce que j'entendais du côté iranien, c'est finalement, il ne veut pas la guerre, parce qu'il a promis à son électorat qu'il ne voulait pas faire la guerre. Et d'autre part, c'est mieux de faire un accord avec un président républicain, parce que contrairement à 2015, vous savez, on a peut-être des chances que cet accord soit durable dans le temps. Et que les sanctions levées, surtout, se soient pas remis en cause et que le Congrès, éventuellement, valide, parce que beaucoup de sanctions ont été votées par le Congrès. Pardon. Le Congrès républicain valide la levée des sanctions. Donc c'était le calcul iranien. Donc il y a eu quand même, parce que j'entends beaucoup de choses et un peu n'importe quoi, il y a eu 5 séances de négociations qui étaient compliquées, mais on ne peut pas non plus dire, parce que le schéma qu'on nous propose dans un certain nombre de médias, c'est « Ah oui, Donald Trump avait donné 2 mois de délai », c'est faux. Il a dit au début 2 mois, mais pourquoi il avait donné une 6e séance? Donc c'est n'importe quoi. D'autre part, les Iraniens, comme d'habitude, gardent du temps. Mais moi, j'ai suivi. Si vous voulez, il faut voir aussi... Alors, est-ce que c'est la confusion? Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que c'est de la confusion, de la désorganisation? Est-ce que c'est voulu? Steve Witkoff, son envoyé spécial pour le Moyen-Orient, première séance, je vous dis, vérifiez, moi je suivis ça vraiment attentivement, il dit « Ah, c'est bon, vous aurez le droit d'enrichir l'uranium à 3,7%. » Aux Iraniens, c'est ce qu'ils veulent. Enfin, c'est l'accord de 2015. Et d'autre part, les Iraniens, ce qu'ils veulent en fait, c'était un peu refaire l'accord de 2015. Alors, ils ont compris que Donald Trump ne pourra pas présenter. Il est quand même sorti de cet accord, donc il faudra qu'ils disent que l'accord est un peu différent, mais en gros, c'est un accord où ils ont le droit d'enrichir l'uranium 3,7% pour produire l'électricité, et ils donnent des garanties que leur programme nucléaire n'aille pas vers le militaire, en échange d'une levée des sanctions. Dans ce cadre-là, ils sont d'accord pour négocier. 2 jours après, Witkoff fait un tweet, pas d'enrichissement d'uranium pour l'Iran. Alors les Iraniens se disent, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, deuxième séance de négociation, ils rediscutent. C'est un peu bizarre, parce qu'on a l'impression qu'il y avait des va-et-vient sans arrêt de Steve Witkoff. Et les Iraniens, quelque part, ils s'accrochaient à cette idée. On entendait le ministre des Affaires étrangères iranien. Oui, les négociations, bon, elles sont compliquées, mais elles avancent. Donc on arrive un peu comme ça à 5 séances de négociation. Et après la 5e, je pense que les Iraniens ont commencé à en avoir marre des allers-retours. Ils disent, envoyez-nous un plan. Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Et les Américains, effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce plan. On sait ce qu'a dit la presse américaine. Dans ce plan, il y a 2 éléments importants. C'est l'inconsortium régional.
dont l'Arabie Saoudite, pour produire de l'électricité avec le nucléaire, les Iraniens étaient d'accord. La question, c'est il faut qu'il y ait une usine d'enrichissement en Iran. On en revient parce que, si vous voulez, moi j'entends dire aussi n'importe quoi, ils sont obsédés, c'est leur histoire, ne pas tomber sous la dépendance étrangère. Donc ils l'ont dit, on ne va pas produire de l'électricité avec des réacteurs et on est obligé d'importer le combustible étranger. C'est la porte ouverte à toutes les manipulations, les pressions, etc. Là, la réponse américaine, de nouveau, est ambiguë. Il y a des gens qui disent non. Il y a le journal, je crois, américain Axios qui dit oui, ils accepteraient de manière temporaire. Enfin, c'est complètement ambigu. Et donc le guide dit moi, je ne suis pas d'accord parce que je veux qu'on ait le droit d'enrichir l'uranium, etc. Donc c'est ce qu'il dit. Mais les Iraniens étaient prêts à continuer à négocier. Vous voulez, si on me dit, voilà, ça a pris 2 ans et demi quand même, négociation pour l'accord précédent. Donc ils étaient prêts à continuer à négocier. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi un effet de surprise de cette attaque israélienne. Alors le narratif israélien, c'est Trump avait donné 2 mois, on attaque le 61e jour. C'est faux, ça n'a pas de sens. Donc ils sont surpris. Alors là, il y a 2 hypothèses. C'est ou bien, effectivement, c'est ce qu'a dit Donald Trump, il dit, oui, alors Netanyahou m'a appelé pour me dire qu'ils allaient attaquer. Donc il y a quand même un peu de duplicité, parce que si vous avez prévu un 6e tour de négociation, vous pouvez bien vous douter que laisser Netanyahou attaquer, vous torpillez les négociations. Ce qui était sans doute l'objectif de Netanyahou, d'ailleurs. De plus en plus, alors moi je ne suis pas du tout expert des affaires militaires, mais il y a des gens qui me disent « Oui, mais Thierry, tu n'as rien compris. C'est pas possible que les Israéliens aient fait cette attaque sans, d'après ce qu'on dit, ravitaillement en vol des Américains. » Donc ça voudrait dire, vous voyez, c'est quand même compliqué quand même, ça voudrait dire qu'il a participé à ces négociations et en même temps, il préparait cette attaque israélienne, se doutant bien que les Iraniens allaient tout arrêter. C'est une duplicité incompréhensible du point de vue de la diplomatie ou alors... Et maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est maintenant, en fait, qu'est-ce qui risque de se passer ? En fait, si vous voulez, pour les résultats de guerre, on va dire, de Netanyahou, quand même, il faut regarder sa déclaration. Moi, je l'ai réécouté ce matin. C'est destruction du programme nucléaire iranien des sites d'enrichissement. Ça, non, puisque même l'armée israélienne, je crois, il y a 2 ou 3 jours, elle a dit on a fait prendre 2 ou 3 ans de retard à la possibilité, déjà, on peut en reparler, de fabriquer, que l'Iran fabrique une bombe. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Donc, à peu près, il faut dire, 950 victimes, civiles et militaires du côté iranien, 30 du côté israélien, près de 1000 victimes, tout ça pour ça. Et puis, du côté du changement de régime, n'en parlons pas, puisque, au contraire, alors, avec toute la prudence que les chercheurs se plantent souvent dans ce domaine-là, mais moi, ce que j'entends, j'écoute la BBC Personne, j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'Iraniens, de jeunes Iraniens, qui disent c'est pas la République islamique qui a été attaquée, c'est l'Iran. Donc il y a une sorte d'élan patriotique. Et je pense que le régime, il a plus de soutien qu'il en avait avant la guerre. Donc de ce côté-là, ces 2 objectifs n'ont pas été atteints. Et on en revient à cette histoire, tout ça pour ça. Parce que maintenant, il dit, il faut négocier. Alors dans quel cadre ? Je crois que les Iraniens, ça va être compliqué de leur dire maintenant, 0% d'enrichissement. Ils viennent de se battre. De perdre du temps, de se battre contre Israël et les États-Unis pour avoir ce droit. Donc on en revient quelque part au point de départ. C'est un peu triste. Bélir, cette duplicité vient aussi des accusations incessantes de la part d'Israël sur la menace existentielle que constituerait l'Iran. C'est aussi une forme de propagande qui pousse les États-Unis aujourd'hui à s'engager militairement. Ouais, l'argument, il s'inscrit dans une histoire longue et qui est associée à l'identité politique d'un Benjamin Netanyahou, par exemple, qui n'a pas lâché ce slogan depuis qu'il est entré dans l'arène politique en Israël. On a les archives des Nations Unies où on voit un certain nombre de discours de sa part parlant d'une imminence. Pardon, excuse-moi de t'interrompre, on va regarder justement un montage assez parlant d'une émission américaine satirique qui s'appelle The Daily Show et qui a remonté progressivement le temps au gré des déclarations de Benjamin Netanyahou. Je vous propose de regarder, c'est assez parlant. Si on ne l'arrête pas, l'Iran pourrait produire l'arme nucléaire dans très peu de temps. Cela peut arriver dans 1 an ou dans quelques mois. Ils en ont les moyens, toutes les connaissances préservées, pour fabriquer une bombe très rapidement, s'ils veulent le faire. L'Iran est tellement dangereux. Ils sont à quelques semaines d'avoir la matière fissile pour un arsenal entier de bombes nucléaires. Ils sont très proches. Dans 6 mois, ils seront à 90% d'avoir l'uranium enrichi pour une bombe atomique. L'Iran est tout proche de produire 25 bombes atomiques par an, 250 bombes en 10 ans. Mesdames et messieurs, il n'y a plus de temps à perdre.
L'Iran sera capable de produire seul des bombes nucléaires sans rien importer dans les 3 à 5 ans. Voilà, c'est assez extraordinaire cette revue des déclarations de Netanyahou. Réaction, oui. Oui, juste pour compléter, j'avais pas ces images en tête, mais ça vient illustrer aussi, je dirais, le peu de crédibilité de la parole de Benjamin Netanyahou. Il faut garder ça à l'esprit. C'est d'autant plus problématique pour un Premier ministre issu d'un système électoral qui se présente comme démocratique. Et ça sape donc un peu plus l'aura du modèle démocratique sur la scène internationale, puisqu'on arrive à avoir ce type de personnage à la tête d'un État et qui ment de manière éhontée et quasi systématique, je dirais presque de manière pathologique. Et ça a été reconnu, y compris de la part de ses propres, alors pas amis, mais alliés, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, Obama, ou même Biden le déteste ou le détestait à cause de cette incapacité à avoir un discours de vérité. Il confond réalité et propagande. Et c'est un élément à garder à l'esprit, eu égard aux enjeux encore qui prégnants au Moyen-Orient et dans la mesure aussi où c'est officiellement l'allié stratégique, notre allié stratégique dans la région. Ça, on l'oublie. C'est-à-dire que le biais à la fois du narratif médiatique et politique s'explique par le fait aussi, ou notamment par le fait qu'Israël est un allié stratégique. Or, la crédibilité du discours officiel israélien est sujet à caution pour le moins. Thierry Coville, sur cet extrait qu'on vient de voir d'un Benjamin Netanyahou qui menace de manière incessante sur l'imminence présumée du nucléaire. Vous parlez justement de ce qui s'est passé entre Netanyahou et Trump. D'après ce que j'ai compris, de nouveau, parce que je vois que c'est compliqué. Comme vous le savez, donc, moi je suis ça, il y a 2 ou 3 mois, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Khalazi, iranien, il a dit on peut faire une bombe atomique, mais on n'a pas pris la décision de le faire. Et tous les services secrets de la planète, notamment américains, n'ont pas trouvé de signe, confirment ça, n'ont pas trouvé de signe que l'Iran a pris la décision de faire la bombe atomique. Et donc, c'est notamment ce qu'a dit Tulsi Gabbard, je crois qu'elle est le chef du NSA, c'est ça et le directeur de la CIA ont dit à Donald Trump que l'Iran n'a pas... Ce qu'il n'a pas aimé. Voilà, ce qu'il n'a pas aimé, mais c'est un fait. L'Iran, parce que dans les médias, les gens ne comprennent pas la différence. Quelque part, j'ai vu sur Internet quelqu'un dire entre le conditionnel et le présent. Enfin, c'est un peu grave, quoi, je veux dire. Donc, voilà. Ils n'ont pas pris... Aucun n'a trouvé de preuves. Et je pense qu'ils ont bien cherché. Et ce qui est très... D'après ce qu'on comprend aussi, d'après ce qu'on entend, même j'ai entendu ça plutôt du côté iranien, ce qui se serait passé, c'est effectivement Netanyahou a mis une telle pression sur Donald Trump au téléphone. Donc c'est pour là que vous me dites la relation qui commande qui. Et il l'a convaincu qu'en fait, c'est l'enrichissement qui est dangereux. Ce qui n'est pas faux non plus, parce que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Tous les spécialistes de la question du nucléaire vous diront que quand on fait de l'enrichissement de l'uranium pour faire du civil, on apprend la technique pour faire du militaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Mais donc, il a joué un peu sur... je pense qu'il a joué sur l'ambiguïté. Et il a convaincu Donald Trump que ce qui est dangereux, c'est le problème d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Ce qui est faux, puisque ça permet de devenir éventuellement une puissance du seuil. Mais une puissance du seuil, vous avez la possibilité de fabriquer une bombe atomique, mais vous n'avez pas pris la décision de le faire. C'est 2 choses complètement différentes. Pas la même chose. Et donc... D'après du côté iranien, ce que j'entends, c'est qu'ils ont l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé, ce qui expliquerait qu'il ait envoyé promener ses propres services de sécurité, de services secrets, et qu'il n'écoutait plus personne, et qu'il a validé quelque part, ou qu'il aurait préparé cette attaque avec Netanyahou, ce qui est quand même grave, parce que je veux dire, il y a aussi les causes de la guerre quand même. Donc il s'est lancé dans une guerre. Alors je dis, en 2003, ils ont quand même essayé de... C'était bidon, mais ils ont essayé de fabriquer des preuves. Là, il n'y a pas de preuves. Moi, j'aimerais bien. Je pense que ça va arriver au Congrès américain quand il y aura les démocrates. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Mais je veux dire, j'ai entendu, je pense qu'ils vont poser la question. Ce serait bien s'il a des preuves que l'Iran avait pris la décision d'aller vers l'Iran, c'est quand même un sujet important, mais qu'il les montre. Et d'autant plus qu'il a engagé derrière lui la crédibilité du bloc occidental, parce qu'il y a eu un alignement des Occidentaux sur la position israélo-américaine. Oui. Et c'est quelque chose qu'on minore quand même, du point de vue franco-français. Là, notre position officielle consiste à dire que l'action et les opérations qui ont été menées sont illégales, effectivement, sur le plan international, mais légitimes. C'est-à-dire qu'on retire la légalité
donc la référence au droit international, oui. comme critère de la légitimité de l'action internationale. C'est une rupture dans notre lecture du monde. Marquant aussi une différence assez majeure parce que l'agression, la frappe préventive d'Israël sur l'Iran peut aussi être mise en parallèle avec l'agression de l'Ukraine par la Russie, de manière préventive dit « je ne veux pas de l'OTAN à mes frontières ». Et du coup, ça ouvre le champ à une violation perpétuelle du droit international. Oui, après on bascule dans la légitimation de l'action illégale. Et ça, c'est tout un... Enfin, ça mériterait une émission, parce que d'un côté, tu ne peux pas comparer l'argument russe qui consiste à dire que non seulement il y aurait des nazis au pouvoir en Ukraine, mais aussi, plus sérieusement, la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN qui serait une menace existentielle pour la Russie. Bon. Et de l'autre, quand même, un discours iranien qui s'inscrit dans une histoire longue par rapport à l'histoire du régime au pouvoir, qui est vindicatif, voire belliqueux vis-à-vis d'Israël. Là, pour le coup, il y a matière à discussion. Par contre, ça reste insuffisant pour justifier une quelconque guerre préventive qui, dans son principe même, est illégale. Et nous, on a franchi le Rubicon. On a rompu par rapport à cette tradition de notre langage diplomatique qui consiste à commencer à apprécier une situation par rapport au droit international. Là, on a une action illégale et ça devrait être le principe de notre position. On a un peu... On a finalement, et c'est à l'image de la parole du président Macron, construit un discours oxymorique, si j'ose dire, qui fait que, in fine, et comme souvent maintenant, on est inaudible. Deuxième élément, et sur cette séquence et la manière dont on l'appréciera, je pense, dans le temps. Je pense que l'enjeu véritable, c'est de savoir si, finalement, les opérations israéliennes et américaines ont motivé, finalement, les Iraniens à franchir le Rubicon, c'est-à-dire à se lancer, d'une manière ou d'une autre, dans un processus d'accès au nucléaire militaire, en considérant qu'en réalité, c'est la seule manière de se protéger à terme. Ou de dissuader, de constituer une force de se doter de l'arme de dissuasion. C'est-à-dire que là, on aurait carrément le résultat littéralement inverse de ce qui a justifié les opérations en question. Ou est-ce qu'au contraire, le régime a vraiment perçu ces opérations comme une menace existentielle pour lui-même, en tant que régime politique, non pas donc, par rapport à l'existence de l'Iran en tant que pays ou en tant qu'État, auquel cas il y aurait une forme de ligne rouge qui aurait été actée de la part du régime. Je ne sais pas, on verra bien ce que ça donnera, mais il y a donc cette hypothèse quand même à prendre au sérieux, à savoir, est-ce que finalement cette séquence ne motivera pas le régime dans une volonté d'accéder définitivement à l'arme nucléaire comme arme de dissuasion pour empêcher toute nouvelle attaque de cette nature. Alors une information qui vient juste de tomber, qui peut-être, rajoutons toujours un peu de doute, qui peut-être entérine le cessez-le-feu, c'est que le chef d'état-major de l'armée israélienne annonce que après la guerre des 12 jours en Iran, l'armée se concentre à nouveau sur Gaza. Ce qui est tout aussi dramatique, mais qui annonce effectivement peut-être la fin des hostilités entre l'Iran et Israël pour l'instant. Thierry Coville, ce discours de la frappe préventive est malheureusement entré jusque dans nos grands médias. On vous a vu ferrailler notamment sur certains de ces plateaux. C'est quand même assez triste que dans la rhétorique, que cette rhétorique israélienne ait autant de crédibilité auprès de l'opinion occidentale. Ah oui, c'est impressionnant. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une opération pareille. Elle est illégale, mais il y a tellement de points de vue. En réfléchissant bien, je ne sais pas, il y a plein de points. On a quand même un État qui n'a pas signé le traité de non-prolifération, qui attaque, vous vous rendez compte sur le plan du droit, qui attaque un autre État qui a signé le traité de non-prolifération sous prétexte qu'il ne respecterait pas le traité de non-prolifération. Vous vous rendez compte quand même sur le plan juridique ? Comment se permettre, quand on n'a pas signé le traité, de dire aux autres que vous ne le respectez pas ?
Là, ça posera un problème de fond. Deuxième point, c'est effectivement l'attaque préventive. Ça n'existe pas dans la Charte des Nations Unies. Alors, on m'expliquait dans ces médias que... Mais non, mais c'est quand il y a une menace existentielle. Ah non, alors les gens, ils comprenaient. Ils avaient ma réplique, je l'ai trouvée, ça. Donc, Saddam Hussein, il considère que c'est une menace existentielle, la République islamique d'Iran. Donc, il attaque l'Iran, 8 ans de guerre, 500 000 morts de chaque côté, c'est normal. Alors, les gens, ils se disaient, oh là là, oui, peut-être, il y a peut-être un problème. Et puis, excuse-moi, troisième élément... Quand même, l'Iran a le droit d'enrichir de l'uranium, contrairement à ce qu'on nous a raconté, etc. Et c'est validé par une résolution de l'ONU suite à l'accord de 2015. Donc, ce qui veut dire également atteinte au droit international, parce que c'était devenu normal. Alors, est-ce qu'ils vont attaquer les gens, vous avez vu les schémas avec les bombes américaines qu'on nous faisait, ils n'ont pas le droit. Et on a peu remarqué aussi, alors là, les Iraniens, ils ont vraiment une dent contre lui, c'est comment il s'appelle, Raphaël Grossi. Il était quand même assez timide. De l'AIEA, de l'agence. Le directeur de l'agence. Normalement, il aurait dû monter au créneau, mais violemment, parce que ce qui s'est passé, c'est une atteinte totale au droit. Et c'est lui qui est chargé de contrôler les usines d'enrichissement. Donc, il les a laissés bombarder. Et puis, il disait, ah ben oui, alors j'ai pas noté trop d'une augmentation du taux de radioactivité. Mais c'est pas ton boulot, enfin, excusez-moi d'être un peu... Mais ton boulot, c'est d'interdire. Donc, il était timide. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'entends du côté iranien, je crois, il y a Larijani, qui est qui est un conseiller du guide, qui a dit... dès que ce sera calmé, on va aller quand même... Alors, c'est pas une menace, mais on va aller lui demander des comptes, parce qu'ils ont vraiment l'impression... Vous parlez de droit international, il y en a plus. Les Iraniens, vraiment, de leur côté, ne leur parlaient pas de droit international aujourd'hui, très clairement. Bélir, tu réagissais... Sur ce point, il suffit de garder à l'esprit la mobilisation internationale, et en particulier de l'AIEA, lorsque les combats entre Russes et Ukrainiens se sont concentrés autour de centrales nucléaires. Oui. Là, tout d'un coup, enfin, je peux te dire que la mobilisation était de toute nature, diplomatique, médiatique. Je suis retrouvé sur des plateaux où on commentait précisément le risque nucléaire et comment on pouvait en arriver là, etc. Et comment, finalement, à travers ce qui vient de se passer, toute cette dimension a été neutralisée. C'est-à-dire le risque, en fait, nucléaire ou de diffusion des radiations, etc., a été complètement... plus que minoré, neutralisé. Donc, ce qui veut véritablement signifier, même du point de vue politique, je veux dire, même dans la parole officielle des chancelleries occidentales, ce risque-là n'a pas été mis en avant comme un argument plus que légitime pour appeler au cessez-le-feu. Non, ça a été minoré parce que ça veut très bien l'effet que ça fait sur l'opinion publique, à savoir une peur irrationnelle. Voilà. Et pourtant, la question du changement de régime était dans la bouche de quasiment tous les leaders occidentaux qui s'exprimaient, Donald Trump notamment. Et l'écrivaine, je vous propose d'écouter l'écrivaine et journaliste franco-iranienne Fariba Ashtroubi, qui rappelle quand même que les Iraniens aspirent à autre chose. Écoutons. Je peux vous garantir que le patriotisme l'emportait, pas simplement là où j'étais, mais j'étais tout le temps en connexion avec d'autres amis et surtout des militants de estudiantines qui c'est un peu le domaine de notre association humanitaire. Eux, je peux vous garantir elles étaient totalement indignées en disant c'est pas Monsieur Netanyahou ni Monsieur Trump qui vont nous libérer et ils ne pourront pas voler notre lutte, parce que c'est à nous de nous libérer du joug de la dictature et de la théocratie. Le cynisme de M. Netanyahou et de M. Trump, et surtout de M. Netanyahou, en disant qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Si c'est les bombes, les choses extraordinaires, la population iranienne n'en veut pas. Ça suffit. Il y a eu assez de bombes autour de nous depuis des années, et maintenant, c'est le tour de l'Iran. Thierry Coville, on l'écoute, Farida Ashtroubi, il y a cette manie et cette tendance systématique à parler à la place des Iraniens, à mener cette guerre ou du moins à vendre cette guerre contre l'Iran presque comme une mission civilisatrice. Qu'est-ce que ça révèle exactement ? C'est très perturbant. Je vous dis, à titre personnel, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, je puis comprendre modestement ce que peuvent ressentir, à mon avis, des Palestiniens et les Libanais, parce que tout d'un coup, on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, alors moi, je suis pas iranien, mais je veux dire, les autres ne comptent plus. Enfin, il y a un mépris. Je sais pas comment l'exprimer, une sorte de mépris. Donc, en gros, c'est des ignares. On va les libérer sans leur demander leur avis.
Écoutez, alors, les gens, ils comprenaient plus parce que je disais, bon, alors, quelque part, je répondais, et ça les déstabilisait un peu. Je disais, et c'est vrai, souvent, moi, je vais en Iran, je me sens plus à l'aise qu'aux États-Unis. Je me sens plus proche de la culture, etc. Alors, je me dis, regardez, mais qu'est-ce qu'ils racontent, etc. Je dis, en Iran, au niveau d'éducation, notamment des femmes. Et j'ai dit sur un plateau, j'ai dit, par exemple, vous savez, il y a un indice qui est STEM, c'est le nombre, le pourcentage de diplômés scientifiques, mathématiques, ingénieurs, je ne sais plus d'autres, etc. Le nombre de femmes sur les diplômés dans ce domaine. En Iran, c'est 70%. 70% des diplômés scientifiques sont des femmes. C'est un des meilleurs résultats dans le monde. Si vous voulez. Alors, les gens disent, oh là là, etc. Donc, je veux dire, il y a un haut niveau d'éducation. Donc, il y a une histoire. Donc, et aller dire aux Iraniens que, je veux dire, le discours de Netanyahou, c'est vrai qu'il y a un côté presque, alors moi j'ai dit ridicule ce matin sur France Info, impudent quoi. Et invoquer l'Iran pré-islamique pour dire on a été frères, etc. Et dire on vient vous libérer en leur jetant des bombes sur la tête. Il y a eu quand même 950 morts civils et militaires. 950 morts. Par exemple, il y a des femmes qui sont mortes. C'est aussi ça qui frappe dans le changement de la loupe, quoi. Je veux dire, il y a 3 ans, on nous vendait les femmes iraniennes qui étaient dans la rue, qui disaient « femme, vie, liberté ». Bon, là, elles meurent sous les bombes, ça, je veux dire, c'est pas grave. Vous voyez, donc, c'est très perturbant. Et aussi, les gens, quand on rappelle l'histoire de l'Iran, alors les gens, ils m'écoutaient, leur expliquer un petit peu que s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce pays, parce que l'Iran a beaucoup de défauts, le régime a beaucoup de défauts, mais dans l'histoire iranienne, ce qui ne marche pas, c'est de leur imposer un pouvoir de l'étranger. Je rappelle un certain nombre de dates qui m'ont frappé, même, j'ai découvert ça. 1941, le père du Shah, Reza Khan, donc dirige l'Iran, c'est un dictateur qui a pour modèle Atatürk, et les Anglais ont besoin de l'Iran, parce que l'idée, c'est d'occuper l'Iran pour pouvoir transférer des armes à l'URSS. Donc il faut le dégommer. On va dire qu'il est proche d'Hitler. Donc ils disent qu'il est proche d'Hitler. Ils attaquent l'Iran. Entre parenthèses, parce qu'ils ont besoin des cultures pour nourrir l'armée. Il y a entre 3 et 4 millions de morts en Iran. 3 et 4 millions de morts à cause de la famine. C'est ce que je vous dis. Voilà, j'ai même appris récemment. Donc 1953, c'est intéressant quand même. 1953, il y a un Premier ministre, Mossadegh, qui nationalise le pétrole. Alors là, il n'est plus nazi. Les frères Dulles, il y en a un qui est secrétaire d'État aux États-Unis et l'autre patron de la CIA, ils vont convaincre Eisenhower qu'il est communiste. Vous voyez, on a toujours besoin de mettre une étiquette, etc. Puis ça nous rassure, on peut les dégommer. Voilà. Et donc, il y a un coup d'État qui permet de mettre à sa place Mohammad Reza Shah, qui devient un roi, etc., jusqu'à la révolution iranienne. Donc, si vous voulez, et 2025, voilà, on va libérer les Iraniens pour une excuse, un motif, on vient d'en parler, qui n'existe pas. C'est quand même énorme, quoi, je veux dire. Et tout le monde occidental, enfin pas tous quand même, il y a des médias qui font exception, mais dans les médias, ça revenait en boucle. On ne se posait plus la question de la cause de la guerre. Quand est-ce que le régime va tomber ? Comme si les Iraniens allaient accepter, le fils du Shah qui allait arriver. Personne ne se posait la question. Un peuple aussi résistant à l'influence étrangère, un ex-monarque, un monarque qui arrive comme ça dans le sillage d'une armée étrangère. Moi, je ne le sentais pas trop, si vous voulez. Mais c'est vrai, c'était très perturbant tous les médias se sont engagés là-dedans et nous présentant quand même autour de la table, etc. C'est aussi impressionnant. Les gens qui n'ont jamais mis les pieds en Iran, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de valider ce discours guerrier et qu'on va changer le régime, etc. Et oublier en passage tout ce qui s'est passé en Irak, en Libye, etc. Donc oui, il y a un côté, on se demande, tout d'un coup, il n'y a plus de limite, quoi. C'est une cause d'ailleurs, la cause iranienne ou de la liberté des Iraniens, qui est souvent manipulée politiquement en Occident, en France aussi. L'extrême droite qui va parler de la cause de la liberté des femmes iraniennes quand ça l'arrange, pour pouvoir véhiculer des idées racistes, Bélia. Oui, c'est sûr. Tu as un autre exemple tout aussi significatif, c'est les fameux chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient sont des figures de proue du discours de la droite et de l'extrême droite, comme des individus à protéger contre les ennemis musulmans dominants au Moyen-Orient. Mais ces chrétiens d'Orient, lorsqu'ils se font massacrer par des bombes israéliennes, n'ont plus aucun soutien, pour montrer le caractère factice de ce type de discours. Là, effectivement, en fait,
c'est pas qu'on est pris au piège, parce que le stratagème médiatique est tellement grossier qu'il est simple, qu'il est facile de s'en départir. D'un côté, bien sûr que le régime iranien, de mon point de vue, est détestable et indéfendable. Il a beau être plus complexe que que la manière dont on le présente, parce que c'est une théocratie, mais il y a une part de démocratie, puisque le président est quand même élu. Mais il n'empêche, ça reste une dictature. Et il n'y a pas de liberté d'expression, comme on peut l'entendre. Et la perspective d'une alternance politique grâce à un système démocratique n'est pas concevable. Bref, c'est une dictature et on ne peut qu'espérer pour les Iraniens la chute d'un tel régime. Mais ce n'est pas à nous de faire chuter un tel régime non plus. D'abord, formellement et au nom des principes qui structurent l'ordre international, l'ingérence est interdite. L'ingérence dans les affaires intérieures, c'est-à-dire le fait de s'immiscer dans les affaires intérieures, pas seulement par des discours, mais par la force. Et les exemples passés d'ingérence ont appris que ça pouvait mener à des catastrophes encore plus grandes, pour ne pas citer le cas de Muammar Kadhafi, notamment en Libye. Oui, tu as ces exemples contemporains, mais on oublie aussi que l'ingérence, c'est aussi la colonisation. Et la colonisation, comme diraient certains, certains pensent qu'elle avait des bienfaits. Donc, l'ingérence n'est pas encore perçue comme quelque chose de mauvaise en soi. C'est ça qu'on n'arrive pas à intégrer pour des gens comme nous, je dirais. L'ingérence est peut-être perçue par un certain nombre d'acteurs comme légitime. C'est ancré dans le logiciel d'un Donald Trump, par exemple, qui n'a pas posé la question du droit international, de l'ONU dans sa phrase. Mais Trump n'est vraiment pas le pire dans la matière, puisque lui, il est plutôt isolationniste. Non, c'est plutôt les néoconservateurs, version américaine, et qui, d'une certaine manière aussi, s'inscrivent dans une tradition qu'on connaît en France. La République coloniale était animée par cette idée de supériorité de la civilisation française, un discours qui a pu justifier, justement, l'ingérence dans les affaires intérieures de sociétés étrangères, voire d'États qui existaient et qu'on a fait tomber pour s'y substituer et imposer un ordre alternatif, un ordre colonial, mais parce qu'on avait l'impression d'être supérieur. Et c'est ça, en fait. C'est pas un tabou, mais c'est en fait l'élément qu'il faut garder à l'esprit aussi. C'est pas naturellement le seul élément, mais pour lire à la fois la séquence médiatique, politique, diplomatique, c'est qu'il reste, en 2025, du côté occidental, cette conviction d'être supérieur, d'être mu par des valeurs supérieures, au nom desquelles on doit mettre notre puissance supérieure sur le plan technologique et militaire, y compris pour réaliser en vérité des objectifs qui relèvent de la satisfaction d'intérêts stratégiques, voire, j'allais dire, presque personnels dans le cas de Netanyahou. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est le non-dit, tu vois, dans l'espèce de la comédie médiatique à laquelle on participe plus ou moins. Mais en réalité, il faut garder ça à l'esprit. Dans la perception des acteurs de ces débats, il y a ce biais qui est empreint en fait, d'une vision hiérarchisée de l'humanité, tout simplement. Thierry Coville, il y a la personnalité du guide de la révolution, Ali Khamenei, qui a été au centre de ces 12 jours de guerre. On sait qu'il était traqué, qu'il était notamment réfugié, qu'il s'est réfugié dans un bunker pour éviter d'être assassiné par Israël. Est-ce que son départ, parce qu'aujourd'hui on entend dire qu'il serait poussé vers la sortie, est-ce que son départ peut véritablement changer quelque chose ? Alors moi, je serais très prudent parce que, si vous voulez, moi, je suis un peu perturbé parce que j'essaie de suivre l'Iran vraiment. J'écoute tous les jours BBC Persan et tout d'un coup, c'est pour ça qu'on est un peu. Je reçois un flot d'informations. Ah ben oui, il y a un groupe qui va le remplacer, tout ça. Moi, je suis pas au courant. Je me dis, ils doivent être bien informés, etc. Donc, moi, je resterai très prudent. C'est sûr, de toute façon, il est la clé de voûte du système. Donc, avant la guerre, de toute façon, il a 86 ans. On dit qu'il est malade. Il est clair que sa disparition sera un événement majeur dans le système politique iranien, puisque c'est le personnage politique central. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle Velayat Fari, c'est-à-dire il illustre la supériorité du religieux sur le politique. Donc c'est la clé de voûte de la République islamique d'Iran. Et donc il est aussi, je pense qu'il n'y a pas l'équivalent. Alors, je pense que charisme n'est pas le bon mot, parce que, voilà, vis-à-vis par rapport à l'absence de respect des droits de l'homme, le caractère dictatorial du régime, mais disons, il n'y a pas une personnalité
il est guide depuis 89. Il n'y a pas une personnalité capable de le remplacer dans tout l'establishment iranien. Donc on se pose cette question. Il n'y aura pas... voilà, on parlait de Raisi, l'ancien président qui est décédé, mais il n'avait pas du tout le même charisme que Ali Khamenei. Donc c'est une question importante. Mais bon... oui et non, si vous voulez. La Constitution prévoit que, même, bon, imaginons qu'il ait été assassiné, ben c'est le Parlement, parce que j'ai compris, le chef du Parlement, le président et le chef de la justice qui forment un conseil pour le remplacer, en attendant de désigner quelqu'un qui va le remplacer. Donc, je pense, si vous voulez, pour rester concret, moi je pense qu'il est en train de se passer en Iran. Je pense qu'il y a plus d'unité, on vient d'en parler, autour du régime qu'il y en avait au début de la guerre, grâce à cette guerre. C'est aussi le paradoxe de cette guerre, qui a renforcé, parce que, on l'a dit, mais il faut le préciser, un des objectifs de Netanyahou, c'est de faire tomber le régime. Il a fait le contraire, en fait. Il a renforcé le régime. Donc, par contre, ce qui est en train de se passer en Iran, c'est que, connaissant le régime, c'est pas très transparent, il y a des discussions à l'intérieur du régime. On va dire, il y a une branche avec à sa tête quelqu'un comme Massoud Pezeshkian, le président, qui est quand même... Alors je suis d'accord, il n'y a pas de vrai parti. En Iran, on ne peut pas faire de politique si on ne respecte pas le principe de Valété-Fari. Par contre, je vais vous dire, à l'intérieur, il y a des vraies luttes de pouvoir. Il y a des gens qui se sont fait... Non, mais je veux dire, c'est... du pouvoir et des luttes oui, non, mais je veux dire, tu vois, j'entends les opposants qui me disent « Ah, c'est blanc-bonnet, etc. » C'est plus compliqué que ça. Ils se détestent, ils se haïssent, etc. Lui, il est pour quand même une vision... par exemple, il dit, c'est lui qui a insisté pour... Il ne faut pas réimposer une loi pour imposer le voile pour les femmes. Moi, je suis allé en Iran juste avant la guerre. Hein. Ben, j'ai jamais vu ça en Iran. Des femmes dans la rue, au milieu de terrain, elles ne portent plus de voile. Enfin, pour moi, c'était inimaginable avant. Et les durs, ils aimeraient bien remettre un petit peu la pendule à l'heure. Lui, il dit, non, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y avait une loi en préparation, c'est quand même étonnant. Votée par le Parlement, il dit, ah non, c'est pas possible, on n'a pas les moyens d'appliquer, ça va créer une révolution dans le pays, donc ils l'ont suspendu. Je ne sais pas si c'est constitutionnel. Par exemple, il veut moins de censure sur les réseaux sociaux. Il a autorisé WhatsApp. Alors, nous, on va dire, bon, c'est nul, mais bon, il essaye de répondre à ces aspirations. Il y a la question économique. Alors, la question économique, c'est plus vraiment de son ressort, parce que là, on rentre ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que les Iraniens veulent à travers les négociations, vont avoir lieu, c'est ils donnent, dans le schéma idéal, c'est qu'ils ont le droit d'enrichir l'uranium pour produire de l'électricité, voilà, avec des réacteurs nucléaires. Ils donnent des garanties, comme en 2015, que leur programme nucléaire, ils sont prêts à le faire, restera civil, en échange d'une levée des sanctions, qui permettront à l'économie iranienne quand même d'aller mieux, parce que depuis, je calculais, de 2012, parce qu'ils sont en sanctions depuis quand même, on va dire, 20 ans. De 2012 à aujourd'hui, c'est 30% en moyenne annuelle d'inflation. Je ne sais pas si vous imaginez dans quel état on serait en France avec 30% en moyenne d'inflation. Donc il y a une vraie misère, 20% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, la classe moyenne qui souffre, il y a des pénuries de médicaments à cause des sanctions. Donc aussi, il aurait vraiment besoin... Lui, c'est pour ça, il voudrait qu'il y ait un accord. Hein, il voudrait qu'il y ait un accord. Donc je pense pour répondre à votre question, je pense qu'il y a ceux qui disent au guide, bon, ben, c'est le moment. Il y a quand même une certaine unité nationale. Le peuple a montré quand même qu'il soutenait, on va dire, le régime ou l'Iran. Bon, bref, il a montré sa solidarité. Est-ce que ce n'est pas le moment de continuer dans les réformes, etc. Et puis il y a ceux qui disent, ils existent, il ne faut pas aussi... L'Iran, il y a des radicaux qui ont perdu les dernières élections présidentielles, donc ils sont minoritaires sur le plan de l'opinion publique. Par contre, ils sont très puissants dans les services de sécurité, chez les passedarans, etc. Et eux, ils se sentent peut-être renforcés par cette guerre. Donc je pense qu'il y a une lutte d'influence, et c'est le guide, comme toujours, qui va décider quelle orientation il va donner à la politique de l'Iran. Et juste, le président donc Pezeshkian, dont vous parliez, annonce la fin de la guerre de 12 jours imposée, je le cite, à son pays. Bélir, tu voulais réagir à ce que tu viens d'entendre ? Oui, alors, fin de la guerre déjà, et rebondir sur ce que tu disais par rapport à la déclaration israélienne qui consistait à dire « nous allons nous reconcentrer sur Gaza ». C'est d'un cynisme sans nom. En gros, nous allons d'abord... Alors que ça ne s'était pas arrêté. Il n'y avait pas eu de suspension déjà. Il y a des dizaines de morts par balle ciblés de civils palestiniens qui tentent d'accéder à l'aide humanitaire. Et donc, c'est une réalité, vraiment, on a du mal à se dire que tout cela est vrai. Et c'est bien notre réalité, parce qu'il y a même des analogies aujourd'hui
aux fictions. Même, on parle de Hunger Games à Gaza maintenant. C'est-à-dire cette volonté, enfin cette pratique, ce phénomène qu'on ne connaissait pas, à savoir le fait que des mercenaires et des soldats s'amusent, entre guillemets, à cibler, à tuer des individus qui tentent d'accéder à de l'aide humanitaire au quotidien, avec des dizaines de morts par jour. Bon, moi, j'ai pas véritablement de précédent en tête. Alors, ça a déjà eu lieu, mais quand ça pouvait arriver, ça faisait vraiment la une. Une action humanitaire qui se transforme en massacre de civils, ça faisait la une. C'était exceptionnel. Aujourd'hui, ça relève de la norme et de la quotidienneté des Palestiniens de Gaza. Et pour terminer sur l'Iran, puisqu'on parlait de l'Iran, moi ce que je trouve passionnant par rapport à l'Iran, c'est le rapport entre, d'un côté, l'appareil d'État, le système institutionnel particulièrement complexe, et de l'autre, la société. Et en fait, je ne suis pas expert de l'Iran, mais je suis naturellement son évolution. La manière dont la société iranienne a évolué et arrive, mine de rien, avec le temps, à imposer, pas dans la force, mais dans le rapport de force, des évolutions du régime, je trouve ça vraiment remarquable, passionnant. Et ça vient notamment, vérifier la thèse ou l'approche notamment de Bertrand Badi, qui souligne souvent l'importance des sociétés civiles pour comprendre non seulement les pays, mais même l'évolution des relations internationales. Et là, et ça nourrit aussi la complexité du régime qui, comme vous l'avez rappelé, reste imprégné, alors pas forcément dans les mains, mais en tout cas dominé par quand même des dogmatiques par définition, mais un régime qui est forcé de verser dans une forme de pragmatisme politique, c'est-à-dire qu'il prend acte de l'évolution et des désirs, volontés exprimés par la société civile. Et je dirais même qu'il semble prendre acte d'un rapport de force qui ne lui est pas favorable. Avec toujours quand même un même objectif, rester au pouvoir. C'est la ligne rouge. Ne pas lâcher le pouvoir, mais jusqu'où vont-ils reculer, accepter des compromis, in fine? Je trouve ça extrêmement remarquable et on ne peut qu'exprimer aussi notre solidarité avec ces Iraniens qui essayent de faire évoluer leurs conditions d'humains, tout simplement, et de citoyens. Le mot de la fin, Thierry Coville. Je pense que vous en avez parlé, mais moi j'ai été aussi extraordinairement attristé, je sais pas si c'est le bon mot, par la position française et européenne. Je trouvais ça, les mots c'est lamentable, enfin même, moi honteux. Moi je me serais dit que j'utiliserais ces mots dans un débat, en tant que chercheur on ne parle pas de ça, mais les déclarations du chancelier allemand, c'est honteux. Je crois qu'il y a une plainte qui a été déposée contre lui aujourd'hui. C'est honteux. Enfin, je veux dire. Donc, et puis la position française, le communiqué de la présidente de la République, qui dans le même communiqué, effectivement, je crois qu'il justifie le fait qu'Israël se défende. On a vu contre quoi. Toutes ces phrases convenues, alors qu'il y a un pays qui agresse l'autre. Et puis, écoutez. Je ne suis pas là, je ne donne pas des mauvais points, etc. Mais le ministre des Affaires étrangères français qui dit à l'Iran de négocier sous les bombes, c'est vrai, vous pouvez retrouver la déclaration. Les Européens qui rencontrent, alors je vous dis, je suis ça jour à jour, je vous dis, c'est catastrophique. Puis vous savez, il y a cette fameuse rencontre des 3 ministres des Affaires étrangères européens avec le ministre des Affaires étrangères iranien, je crois à Genève. Je ne sais pas après combien de jours de guerre, je me dis, il y a un petit espoir que l'Europe quand même... ça se passe très mal la rencontre. Pourquoi? Parce que je dis, il faut quand même avoir la paix. Donc on fait une proposition. Je suis économiste, mais là, il y a la théorie des jeux. On dit, quand on fait une proposition, on anticipe la réaction de l'adversaire. Autrement, ça ne sert à rien. Donc les Européens disent à l'Iran, oui, on va négocier. Donc 0% d'enrichissement d'uranium. Déjà, les Iraniens, ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent. On contrôle votre programme balistique et on contrôle votre politique de la région. Vous imaginez la tête de Al-Orchi. Son pays est attaqué. En dehors de tout droit international, sa seule moyen de défense, ils n'ont pas d'aviation à cause des sanctions, son seul moyen de défense, c'est les missiles. Et les Européens viennent lui dire, alors je pensais que c'est une proposition pour avoir la paix, ils viennent lui dire, alors on va négocier, mais voilà ce qu'on veut. Enfin, il y a quelque chose, qu'est-ce qu'ils espéraient? Donc je crois qu'il part furieux au bout d'une heure et demie. Donc ça fait quand même beaucoup, puis la déclaration, évidemment, je viens d'en parler du chancelier allemand, ça fait beaucoup sur, effectivement, je me rappelais, excusez-moi j'espère que je suis encore jeune, mais 2003, les 3 ministres des Affaires étrangères
français, allemands et anglais vont à Téhéran alors que George Bush fils voulait attaquer l'Iran et obtiennent, en négociant durement, la suspension de l'enrichissement d'uranium par l'Iran. Et c'était un grand moment de la diplomatie européenne. 20 ans après... On est très loin de ce type Très rapidement, juste un mot très rapide. Le pire, peut-être, c'est que cet alignement systématique sur la position américano-israélienne n'a apporté absolument rien du tout aux Européens et à la France en particulier, qui est restée non seulement marginalisée, mais inaudible. Merci beaucoup Bélir Nabli et Thierry Coville pour cet échange et merci à vous d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur la Freebox, sur Molotov ou sur notre chaîne YouTube. Le Média 24/7 et le Média TV.fr, évidemment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission si vous nous regardiez sur YouTube. Et n'oubliez pas, face aux millions, aux centaines de millions des milliardaires ultra-conservateurs, Bolloré, Stérin, pour installer l'extrême droite au pouvoir, le Média lance Riposte, une contre-offensive citoyenne pour développer notre chaîne d'infos populaire et indépendante sur les réseaux sociaux, sur la TNT francilienne également. Soutenez-nous, allez sur le site internet campagne.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias. Bonne suite des programmes.